OK, parfait. Bon, ben, alors, bienvenue à vous tous et toutes. Merci pour votre participation à une des dernières activités de l'édition 2023 des Journées des études supérieures et de la recherche. Avant d'aller plus loin, je veux souligner que l'Université de Moncton reconnaît que ces 3 campus sont situés sur le territoire traditionnel non cédé des Wolastoqiyik et Mi'kmaq. Euh, je m'appelle Nicole Batllot, je suis conseillère principale à la recherche à la FESR, et puis il me fait grandement plaisir de présenter notre conférencière pour cette séance qui est Victoria Volkanova. Alors, Victoria est bibliothécaire de référence à la Bibliothèque Champlain au campus de Moncton. Je peux dire avec grande certitude qu'elle est une ressource indispensable, pas seulement pour la FESR, mais pour toute la communauté de recherche de l'Université de Moncton. Elle a récemment piloté des gros dossiers comme le dépôt institutionnel de recherche Scriptorium qui a été lancé il y a quelques semaines. Également, notre stratégie institutionnelle pour la gestion des données en matière de recherche. Euh, Aujourd'hui, Victoria nous propose un atelier sur un dossier chaud dans le monde de la recherche et dans un champ d'expertise qu'elle a vraiment su développer là, dans les dernières années. Elle est vraiment une personne ressource incontournable pour toutes vos questions qui touchent les revues, les éditeurs malhonnêtes. Donc, la présentation est intitulée Comment évaluer une revue savante et éviter des éditeurs malhonnêtes. Alors, sans plus tarder, merci Victoria de partager ton savoir puis ton expertise avec nous aujourd'hui. Et puis, la parole est à toi. Excellent. Merci beaucoup, Nicole, pour la belle présentation. Merci à vous toutes et tous d'être là. Alors, le moment technique, je vais partager ma présentation. Je vais présenter dans Teams. Vous la voyez. D'ailleurs, au sujet de vos caméras, en fait, quand je présente, mais non, en fait, quand je présente dans Teams, oui, c'est vrai que je vous vois, mais je vais me concentrer sur la présentation, puis après, si on a des questions, là, ça sera plaisant de se voir. Alors, merci pour ça. Je vais voir si je peux agrandir un petit peu ces petits. Bon, je vais commencer. C'est pas la première fois que j'offre ce type de présentation. Puis ça m'est toujours un petit peu difficile de trouver une juste balance entre la partie qui est plutôt théorique, c'est-à-dire l'explication, comment on est arrivé à cette situation-là, c'est quoi comment la science est évaluée dans les dernières décennies. En tout cas, c'est vraiment, il y a cette partie qui est l'histoire de la science, puis l'évolution de la publication scientifique qui est vraiment fascinante. Puis à chaque fois que je gratte un petit peu, là, je suis complètement submergée par toute ce sujet qui est vraiment fascinant. Puis l'autre partie intéressante pas intéressante, mais qui est pertinent pour vous, c'est vraiment c'est les outils, c'est la partie concrète de la présentation. Quels sont les outils de vérification qui sont mises à votre disposition, quels sont les critères d'évaluation qu'on peut utiliser. Donc là, je vais essayer de vous présenter les deux, surtout les outils, mais quand même, je ne peux pas ne pas toucher à la partie un petit peu théorique, la mise en contexte, si vous voulez, mais je vais pas aller trop dans ces détails. Si jamais vous avez des questions, par la suite, on peut en discuter ou si l'intérêt est là, on peut toujours parler séparément des choses qui sont des questions qui sont soulevées ici, se focuser sur des différents aspects de la communication savante, de la communication scientifique. Donc aujourd'hui, c'est les deux parties. Donc c'est quoi, quels sont les éditeurs malhonnêtes? Puis quand on dit malhonnête, on parle de predatory publishers, mais il y a vraiment
toute cette question de la fraude académique qui a deux côtés de la médaille, donc on va voir à ça aussi. Et la partie pratico-pratique, les outils. Donc là, je vais aller sur le site, sur le web, je vais aller sur le site de la Bibliothèque Champlain parce que plusieurs de ces outils vous sont offerts via la bibliothèque, mais il y a aussi d'autres qui sont disponibles gratuitement sur le web. Donc, je vais y aller. Déjà, j'ai passé la partie objectif et contenu, donc je vais faire un survol des principaux critères et des principaux outils, et je vais toucher juste brièvement à ce contexte-là, comment on est arrivé à la situation qu'on a aujourd'hui. Et donc, les outils qu'on va voir spécifiquement, c'est la base de données Scopus, qui en soi mérite une série de présentations tellement elle est riche en toutes sortes de fonctionnalités, puis nous offre beaucoup de possibilités de recherche de différentes façons. On va voir le répertoire DOAJ, Directory of Open Access Journals, l'outil Cabels. Donc, ce sont des outils concrets que vous voyez, il y en a quelques-uns. Ben, du point de vue de contexte, je vais mentionner deux grandes figures, deux grands philosophes, sociologues du XXe siècle qui ont mis la base un petit peu à notre compréhension de la science et de la sociologie de la science. Donc, premièrement, je vais mentionner le sociologue américain Robert Merton, qui en 1942 a écrit un essai dans lequel il a identifié 4 éléments de base qui doivent être institutionnalisés et excusez-moi, là je cite Yves Gingras, puis c'est des gros mots, intériorisés par les chercheurs, et qui sont, selon Robert Merton, sont essentiels au bon fonctionnement du système social de la science. Donc, qu'est-ce que s'est passé dans les années 40? Mais lui, c'est un sociologue américain qui regardait ce qui se passait en Europe avec la science nazie qui faisait des expériences sur les êtres humains, puis qui justifiait ce qu'il faisait par le biais de la fausse science nazie. Donc, c'est ça, Robert Merton réfléchissait à ça, puis il a mis ces 4 éléments que je vais vous nommer, qu'on connaît dorénavant comme des normes mertoniennes de la science, ou l'éthos de la science. Donc, c'est l'éthique, l'éthos de la science. Le premier élément, c'est communalisme, c'est-à-dire un scientifique doit publier tout ce qu'il trouve, il ne doit pas être sélectif, c'est-à-dire si la vérité doit être toujours partagée. Donc, le secret, c'est l'opposé de la bonne science. Le deuxième élément, la deuxième norme, c'est l'universalisme, que tout doit être étudié de la même façon. Donc, un scientifique d'ici, un scientifique de l'autre bout du monde doivent le faire selon les mêmes principes, la méthodologie scientifique, les méthodes scientifiques. Le troisième élément, c'est le désintéressement, c'est-à-dire un scientifique doit faire ses recherches sans chercher à avoir des avantages quelconques. Donc, désintéressement. Et le quatrième, c'est le scepticisme organisé, c'est-à-dire la science est, par définition, est bâtie sur le doute. C'est le scientifique qui a des doutes sur le fonctionnement, et puis par la suite, c'est ses collègues qui, quand ils reçoivent le manuscrit, par exemple, c'est la base de la révision par les pairs, c'est la vérification qui vient c'est-à-dire c'est la révision qui cherche à confirmer qu'est-ce qui est dit, mais en partant du doute. Alors, ces 4 éléments sont des normes mertoniennes de la science. Et on va parler plus tard de toutes sortes de manipulations qui
qui ont lieu aujourd'hui. Et donc, c'est surtout l'élément 3 et 4 qui sont attaqués par les situations actuelles. Donc, désintéressement, c'est-à-dire il y a des cas où on cherche quand même à avoir des avantages, donc les scientifiques ou les revues prédatrices. Et le scepticisme organisé également donc, est attaqué. Alors ça, c'est la partie meurton. Puis je fais une sommaire très, très, très brève. Donc, on ne va pas aller dans les discussions sociologiques et philosophiques tout de suite. Je ne suis pas prête. Puis le deuxième, donc la deuxième mise en contexte très sommaire pour vous, c'est les enjeux actuels dans le champ scientifique. Puis le champ scientifique, ça fait référence à un autre grand penseur de la science du XXe siècle, c'est Pierre Bourdieu, qui, dans son essai Le champ scientifique, justement, qu'il a écrit en 1976, donc lui, il parle... mais il définit le champ scientifique comme un champ social, comme n'importe quel autre champ où il y a des luttes, des joueurs, il y a la compétition, il y a tous ces éléments-là dans le champ social. Alors, c'est ça la transformation de la communication scientifique des dernières décennies, et surtout des 30 dernières années, même du 21e siècle. Euh, on on fait face à une grande surproduction de la littérature scientifique, c'est-à-dire des articles, le nombre d'articles est absolument astronomique. Puis ça rapporte bien sûr à l'explosion phénoménale qu'on a eu, qu'on a vu le nombre de revues scientifiques depuis l'advenant du web, depuis des années 90. Donc c'est le nombre de revues qui a explosé. Et bien sûr, avec ça vient une explosion phénoménale aussi des articles qui doivent être publiés dans ces revues-là. Et donc, je vais mentionner peut-être à plusieurs reprises, mais vous savez sans doute, c'est la pression qu'on a des chercheurs de publish or perish. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font en sorte qu'il y a une surproduction de la littérature scientifique. La fraude. Puis j'ai mentionné les deux côtés de la médaille, donc on va voir un petit peu des deux côtés-là. Alors, la fraude est une des caractéristiques, malheureusement, de la communication savante de nos jours. Le troisième élément, ce sont des éditeurs commerciaux. Donc, on connaît sans doute nos 4-5 grands éditeurs, mais principaux éditeurs commerciaux. On parle de l'oligopole. Aujourd'hui, oligopole, c'est comme un monopole, sauf qu'il y a quelques joueurs qui partagent tous les profits. Puis ça aussi, c'est un sujet en soi. Je peux parler longuement de comment c'est évalué de ces tensions-là qui ont commencé dans les années 94, début des années 90, avec l'arrivée justement d'Internet. Puis je fais référence justement à une publication qui date de 94, qui s'appelle Subversive Proposal par Stephen Harnad, qui disait, puis lui et ses collègues qui pensaient de la même façon que... donc, dans sa publication, il faisait l'appel à tous les auteurs, à tous les scientifiques de diffuser simplement les résultats de leurs recherches gratuitement sur le web. Donc, le web le permettait déjà. Donc, dans la tête de ces grands penseurs et des scientifiques eux-mêmes, on était des scientifiques dans leur compréhension des choses. Dans l'espace d'une année, il n'y aura plus de revues. Toute la littérature scientifique, la diffusion des connaissances va être faite gratuitement sur le web. On sait bien sûr que ce n'est pas ça ce qui est arrivé. D'ailleurs, les éditeurs commerciaux ont fait ce virage-là de façon très, très agressive. Maintenant, ce sont eux qui sont les premiers, les principaux éditeurs des revues en libre accès. Ce sont les éditeurs commerciaux.
c'est pas d'autres éditeurs qui ont pris ce leadership-là. Donc, mais ça a pris tous ces à peu près une trentaine d'années, puis on a vu toutes sortes de situations, l'augmentation des coûts d'abonnement, bien sûr, astronomique, la crise pour nous, les bibliothèques universitaires, qu'on n'était plus capable de continuer avec la vitesse qu'il a proposée. On ne pouvait plus être abonné à ces revues-là. Donc, il y a eu la création des bouquets au lieu de s'abonner à des revues qui nous intéressent. On était obligé à s'abonner à des bouquets de revues, des compilations des centaines de milliers de revues scientifiques dans un bouquet. Puis les bibliothèques universitaires formaient des consortia au niveau régionaux, nationaux, etc., pour avoir justement ce pouvoir de négociation. Donc, on a passé à travers tout ça, puis les éditeurs commerciaux ont quand même, sont toujours là et sont toujours prospères. Puis, comme j'ai dit, même au niveau de la publication des revues à libre accès, ce sont eux qui ont le plus grand nombre de revues à libre accès. Et ils ont inventé, bien sûr, le phénomène qui s'appelle les revues hybrides, c'est-à-dire ce sont des revues qui sont disponibles par abonnement, derrière le mur payant qu'on appelle, mais qui permettent aussi la publication des articles à la pièce qui sont en libre accès et pour lesquels les auteurs doivent payer les frais de publication, les APC, Article Processing Charges. Et donc, la revue est déjà par abonnement, donc il reçoit l'argent des bibliothèques universitaires qui sont abonnés à ces revues, et en top, par-dessus de ça, ils reçoivent les Article Processing Charges pour donner libre accès aux articles à la pièce. Donc, ce sont des revues hybrides qu'on connaît aussi bien. Donc, ça, c'est le sujet des éditeurs commerciaux qui est un des enjeux actuels. L'autre enjeu que je mentionne, puis là, je dois dire que je me base sur la présentation récente du professeur Vincent Larivière, qui est vraiment le sommité canadien, mais aussi international en matière de la transformation. Donc, j'espère que mon ordinateur ne va pas redémarrer tout de suite, là, parce que ça me donne des avertissements. Donc, l'enjeu suivant que vous voyez ici, c'est le monolinguisme. Bien sûr, aujourd'hui, la littérature scientifique est écrite principalement en anglais. D'ailleurs, il y a des études et même nous, au niveau des chercheurs francophones, on étudie la situation, puis surtout les chercheurs francophones en milieu minoritaire, mais pas uniquement, que pour être lu et cité et bien vu, c'est la langue anglaise qui est dominante. Excusez-moi juste une petite seconde, j'espère que j'ai mis. Oh my God. Avant de terminer la configuration. On va se croiser le doigt que mon ordinateur ne va pas fermer. Alors, le monolinguisme aujourd'hui, c'est la langue anglaise. Auparavant, dans les années du XXe siècle, c'était la langue allemande, il y avait la langue russe en quelque sorte. Mais aujourd'hui, c'est la langue anglaise, puis il faut être conscient de cet enjeu-là. Maintenant, les éditeurs prédateurs, vous voyez, il y a les éditeurs commerciaux dont j'ai parlé tout à l'heure, les éditeurs prédateurs. On va en discuter, mais c'est un grand enjeu, c'est un grand problème, puis vraiment très, très, il y a plusieurs façons dont ils manipulent la publication scientifique, puis il faut être vraiment, vraiment, vraiment vigilant. Et j'ajoute à ça aussi la crise de reproductibilité. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on s'était rendu compte dans les dernières années en faisant des études, des recherches. On s'était rendu compte qu'une grande partie, là, je ne fais pas des chiffres, etc., parce que ça m'amènerait dans un virage à part, mais on s'était rendu compte qu'une grande partie de la littérature scientifique, en fait, des recherches qui ont été faites, on ne peut pas reproduire ces recherches-là. Puis il y a toutes sortes d'explications à ça, mais un des problèmes, c'est que les chercheurs sont toujours forcés, obligés de publier des recherches originales. Alors, on n'a jamais le temps, la place pour
essayer pour refaire, peut-être essayer de reproduire les recherches des autres. Alors, dans la culture de publish or perish, dans la culture de la pression qui existe, la compétition, etc., voici une autre crise qui est arrivée, qu'on s'était rendu compte que une grande partie de la science publiée, en fait, on ne peut pas reproduire les résultats, ce qui cause, bien sûr, qui pose un grand problème, parce qu'on bâtit la science sur les sciences précédentes. Alors, si on bâtit notre propre recherche sur quelque chose qu'on ne peut pas reproduire, ça pose un grand problème. Voilà, donc là, j'ai fait cette petite mise en contexte. Je ne sais pas si, si ça vous a aidé ou non, mais en tout cas, on va aller de l'avant, puis on va voir peut-être si on pouvait clarifier certaines choses. Alors, je fais une très brève survol des outils que je vais vous présenter aujourd'hui. Et aussi, avec les chiffres rattachés à ça, ça va vous aussi permettre de voir l'ampleur de la situation actuelle dans le monde de la publication scientifique. Alors, tout d'abord, le chiffre sommaire, le chiffre total, si vous voulez, de revues scientifiques qui sont arbitrées et qui sont actives aujourd'hui. Donc, le chiffre que vous voyez à l'écran, c'est 92 171 revues scientifiques. C'est basé sur la base de données, sur le répertoire Ulrichs Web, que je viens de vérifier d'ailleurs, parce que les chiffres augmentent sans cesse. Donc, je le fais d'une année à l'autre, avec l'espace de quelques mois, les chiffres changent constamment à la hausse, à la hausse, à la hausse. Donc, le premier outil qu'on va voir brièvement aujourd'hui, c'est la base de données Scopus de notre éditeur commercial très connu, Elsevier. Donc, vous voyez les chiffres aussi, la base de données Scopus présente plus de 44 titres, mais en fait c'est 40, je me suis trompée un petit peu, mais à peu près 40 000 et plus titres de périodiques arbitrés, 87 et plus millions de références bibliographiques venant de 7000 éditeurs et plus, puis aussi la couverture chronologique, ça remonte, je pense qu'au 18e siècle, mais en tout cas principalement au 20e siècle, 19e siècle, et les publications les plus récentes. L'autre outil, ça va être le Director of Open Access Journals, puis lui aussi, ce répertoire ne cesse à grandir. Donc, on a aujourd'hui 19 000 et plus revues en libre accès qui ont été approuvées, vérifiées, répertoriées par le Director of Open Access Journals. Donc, ce sont des bonnes revues dans tous les domaines. Et à l'opposé de ça, on a la blacklist qu'on appelle, c'est le Cabell's Predatory Reports, puis aussi mes astérisques. Moi, j'ai recyclé ma présentation des dernières années, mais ça veut dire que ce sont des outils qui sont disponibles via l'abonnement. Puis s'il n'y a pas d'astérisque, ce sont des outils disponibles gratuitement sur le web. Donc, Cabell's Predatory Reports, c'est un outil qu'on vous offre par abonnement, grâce à la collaboration de la FESR et la Bibliothèque Champlain. Donc, vous voyez ici le chiffre 17 000 titres de périodiques dont les chercheurs doivent se méfier. Puis remarquez que les chiffres sont à peu près pareils. Puis je me souviens déjà des années où c'était vraiment, vraiment à pied égal, tandis qu'aujourd'hui, il y a un petit peu plus de revues en libre accès, mais ça ne veut pas dire, ces listes-là ne sont jamais complètes, donc c'est à peu près. Mais ça veut dire que ce nombre de titres-là ont été vérifiés, puis Cabell's nous les présente comme étant douteux. Par la suite, j'ai mentionné déjà Ulrichs Web, où j'ai fait une petite recherche très simple pour sortir seulement les titres qui sont revues scientifiques, arbitrées et actives aujourd'hui. Mais sinon, c'est un répertoire de 300 000 et plus périodiques de tout type dans 900 domaines. Il s'agit d'un répertoire, en tout cas, je veux
je sais qu'il y a des usages très, très pertinents dans UX Web, mais il se base sur les informations que la revue nous fournit. Donc, il n'y a pas d'évaluation externe ou quelque chose. Donc, s'il y a un site web, la revue est là. Il y a des informations de base. UX Web va répertorier cette revue-là. Et il m'est déjà arrivé, j'ai même des exemples des revues qui sont à la fois dans UX Web et par exemple dans Cabels, parce que UX Web ne fait pas de vérification, il fait confiance à ce qui est écrit sur le site web de la revue, par exemple. Donc, ça peut être problématique parce que rien n'est plus facile que de créer un site web qui va avoir qui a l'air de plus en plus professionnel. S'il y a plusieurs années, je vous disais, faites attention comment le site web est présenté, s'il y a des fautes d'orthographe, s'il y a vraiment l'organisation pas très bien faite, etc. Donc, si on voit tout de suite que le site n'est pas très professionnel, ça, c'était un des drapeaux rouges ou jaunes contre la revue, tandis qu'aujourd'hui, la présentation, ça a l'air très, très professionnel. Puis d'ailleurs, les éditeurs les éditeurs prédateurs qui publient des centaines de revues, vous ne serez pas capable de détecter les problèmes seulement à la vue du site web. Alors, c'est ça, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas toujours faire confiance à ce que la revue ou l'éditeur nous dit. Il faut faire de la lecture latérale. Donc, il y a aussi d'autres ressources de la bibliothèque. Il y a la liste des périodiques A to Z. C'est notre outil qu'on utilise pour vraiment trouver des revues. C'est la liste complète de toutes les revues auxquelles on est abonné à travers, soit abonné, soit qu'on utilise si les revues sont en libre accès. Mais ce sont des revues qui font partie de nos collections des bibliothèques. Donc, on peut chercher dans ce liste-là. Il y a aussi des ressources qu'on vous offre, des petites explications sur les pages, comment évaluer une revue. Et il y a aussi une ressource qui est disponible gratuitement sur le web, qui s'appelle Think, Check, Submit. Puis ça s'appelle toujours comme ça, mais j'attire votre attention au fait il y a maintenant plusieurs langages qui sont disponibles. Donc, le lien qui est ici dans la présentation, c'est en français, la liste des critères. Donc, ce que cet outil fait, c'est pas la vérification pour vous, mais il vous donne des outils, il vous donne des explications, des critères, la liste vraiment très, très, très détaillée de comment vérifier la revue en question, qui vous intéresse. Donc, pour les revues et aussi pour les livres. Puis, il y a aussi un site semblable qui s'appelle Think, Check, Attend et qui donne des critères d'évaluation des conférences, des congrès et des conférences pour justement éviter à tomber sur des conférences qui sont prédatrices elles aussi. Cependant, je vous dis que les whitelists qu'on a vu, le DOAJ par exemple, sont souvent incomplètes parce que c'est physiquement impossible de passer à travers toute la quantité de revues. Puis en plus, il y a toujours des nouvelles revues qui apparaissent quotidiennement. Les bases de données des grands éditeurs comme Web of Science, à laquelle on n'est plus abonné depuis quelques années à l'Université de Moncton, c'est Scopius qui le remplace, mais ce sont des bases de données qui sont en compétition, si vous voulez. Donc, ce sont des bases de données bibliographiques qui donnent justement qui permettent la recherche bibliographique, puis aussi on peut comparer les sources. Donc, ces bases de données-là sont fortement biaisées et sélectives dans le sens où, surtout Web of Science, Scopus est de plus en plus ouvert, mais quand même, c'est très étroitement contrôlé par Elsevier, bien sûr. Donc, c'est au niveau de la langue, au niveau des domaines qui sont couverts. Donc, la langue, c'est principalement l'anglais. Les domaines, c'est surtout les STEM, tout ce qui est STEAM, les sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Donc, ce sont
Donc, si les publications tombent sous ces domaines-là, puis sont faites en langue dominante, les chances sont bonnes qu'ils vont être répertoriés dans les bases de données comme Web of Science, Scopus. Si on parle des publications en sciences sociales et humaines en français, donc là, on commence à s'éloigner un petit peu de leur champ de vue. DOEG, comme j'ai dit, c'est une whitelist, donc il fait un excellent travail. Il y a vraiment des mécanismes en place pour faire une vérification rigoureuse des revues, mais aussi en complet parce qu'il est toujours en évolution. Et donc, les blacklists, excusez-moi, les listes noires comme Cabels, eux aussi, ils ont du rattrapage à faire parce que le nombre de titres est vraiment très, très grand. Puis je vais mentionner plus tard la politique sur les éditeurs malhonnêtes de la FESR qui mentionne aussi le blacklist de Jeffrey Beall, que vous connaissez probablement, qui ça aussi, c'est une blacklist. Puis il faut quand même comprendre qu'il y a des critères assez subjectifs qui peuvent être rattachés à ça. Puis la liste n'est jamais complète. Alors, voilà pourquoi il faut quand même avoir cette compréhension de base, qu'est-ce qui constitue une bonne revue, comment évaluer une revue, puis aussi être vigilant au niveau de toutes les manipulations qui peuvent être faites. Donc, faire attention à ça. Donc, maintenant, je vais vous présenter justement, je vais passer à travers rapidement des critères d'évaluation de revue que j'étais chercher sur le site Think Check Submit. Donc, le lien va être là. Puis, ce que j'ai fait aussi, j'ai pris comme les grandes catégories des questions. Puis quand vous allez sur le site, vous allez voir des sous-questions. Sous chaque catégorie, il y a des questions très, très précises. Donc, la liste est vraiment très longue. Donc, si vous avez des doutes sur certains aspects, il y a des sous-questions qui vous sont proposées, que vous pouvez aller vraiment dans beaucoup de détails. Vous pouvez faire cette vérification-là, ou bien vous pouvez me poser des questions. C'est mon processus intellectuel également. Quand je reçois un titre à vérifier, c'est ça ce que je vais faire. Je vais passer à travers, je vais voir dans les outils de vérification, mais je vais aussi appliquer les grandes lignes de ces critères d'évaluation. Donc, s'agit-il de la bonne revue pour vos travaux? Ça, c'est une grande question. Au départ. Puis ça aussi, ce que je veux mentionner ici, je veux trouver une place pour mentionner ça aussi, que il y a aussi tout dépend aussi de vos besoins de publication, si je peux dire, c'est-à-dire le travail que l'article que vous voulez diffuser, ça dépend souvent aussi de votre place dans votre carrière. Donc, si vous êtes, si vous êtes un chercheur chevronné ou si vous êtes chercheur au début de votre carrière, souvent vos besoins de publication vont être aussi différents. Si quelqu'un au niveau plus avancé peut se permettre quand même de publier dans une revue qui commence juste, qu'on ne connaît pas encore, qui n'est pas encore répertoriée dans les grandes bases de données, ou en tout cas, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous pouvez vous permettre de le faire plus tard dans votre carrière, pour quelqu'un qui commence, c'est important, encore une fois, avec la pression de la promotion, des besoins de subventions, etc. C'est plus important de publier dans les revues qui sont clairement identifiées comme étant des bonnes revues. Donc, ça, c'est aussi une considération à avoir en tête. Donc, s'agit-il de la bonne revue pour vos travaux? Voilà quelques éléments qu'on peut regarder. Est-ce que vous ou vos collègues la connaissez déjà? Donc, ça, c'est un bon point de départ. Est-ce que j'ai des collègues qui pourraient me recommander cette revue-là, quelqu'un qui a eu une bonne expérience ou une revue qui est connue dans le domaine? Donc, ça, c'est un point de départ. Pouvez-vous facilement identifier et ou contacter l'éditeur? Donc, ça, c'est aussi l'information de base qui doit être disponible bien claire sur le site web de l'éditeur ou de la revue en question.
La revue indique-t-elle clairement le type d'évaluation par les pairs? Ça aussi, la révision par les pairs est en pleine évolution également. Donc, c'est à regarder. D'ailleurs, j'ai pris la question du site que j'ai mentionné tout à l'heure, le Think, Check, Submit. Et le type d'évaluation par les pairs, c'est un hyperlien qui mène vers une explication plus détaillée de tous les types d'évaluation par les pairs qui existent aujourd'hui. Alors, ça, c'est aussi pour continuer un petit peu, si ça vous intéresse, allez voir ça. Les articles de la revue sont-ils indexés ou archivés par l'entreprise de services dédiés à cette fin? Justement, les outils qu'on va voir aujourd'hui, ça n'est une des façons de voir de vérifier. Donc, si le titre en question, la revue en question est indexée dans une base de données scientifiques connue, mais c'est déjà un très, très, très bon signe. C'est jamais à 100%. Il y a tout le temps cette évolution, il y a tout le temps cette réévaluation qui se produit. Puis il y a des titres, même dans Scopus, qui ont été indexés pendant une certaine période. Puis là, ça s'est arrêté. Puis Scopus n'est pas obligé de nous donner des explications, mais ça peut être pour toutes sortes de raisons. Et la même chose pour le DOAJ. Il y a quelques années, ils étaient pas mal ouverts à accepter des revues. Puis, à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'il y avait des revues qui se sont glissées dans leur liste, qui n'étaient pas tout à fait up to standards. Alors, là, ils ont dû vraiment renforcer leurs critères d'acceptation. Alors, c'est devenu beaucoup plus strict et beaucoup plus difficile d'être admise dans le DOJ. Mais justement, donc, ces outils-là nous permettent de voir si le titre est indexé dans des services dédiés à cette fin. Les frais à payer sont-ils clairs? Donc, j'ai mentionné les frais de publication, les Article Processing Charges. Encore une fois, je ne fais pas cette parenthèse pour vous expliquer comment le libre accès fonctionne. Je pense que la plupart d'entre vous connaissez déjà ce fonctionnement à travers les frais de publication. Et alors, vraiment, la base, je dois dire, une des façons dont les revues malhonnêtes font leur profit, c'est justement les Article Processing Charges, la possibilité ce modèle d'affaires du libre accès qui est de payer les frais de publication au lieu d'avoir l'argent des abonnements. C'est les frais de publication que les auteurs payent pour subventionner un petit peu la publication de cette revue-là ou l'article en libre accès. Donc, est-ce que les frais à payer sont-ils clairs? Les frais de publication de l'article, mais aussi tous les frais qui peuvent être cachés, par exemple, pour les tableaux ou les images. En tout cas, vous connaissez mieux que moi toutes les possibilités. L'autre catégorie de critères, c'est des lignes directrices. Sont-ils fournis aux auteurs sur le site de l'éditeur ou de la revue? Est-ce que c'est clair et très bien défini? Donc, ça, c'est l'autre catégorie de questions qu'on peut vérifier. Et l'éditeur est-il membre d'une initiative reconnue de l'industrie? Donc, il y a plusieurs initiatives internationales qui ont été mises sur pied, justement, qui donnent des normes, des standards de publication scientifique. Et plusieurs éditeurs, justement, sont signataires de ces initiatives-là. Donc, voilà les critères d'évaluation. Je ne vais pas dans les détails. Il y a comme je parlais avant, des drapeaux rouges, drapeaux jaunes. Je vais dire qu'il ne faut jamais... une seule chose peut être le drapeau jaune, mais il faut quand même voir l'ensemble des choses. J'ai mentionné tout à l'heure les revues qui peuvent être tout jeunes, qui n'ont pas eu la chance de développer plusieurs de ces éléments-là, comme par exemple d'être indexés dans les grandes bases de données ou qui sont encore... Donc, il y a tous ces éléments-là qui sont là pour considération, mais c'est l'ensemble de ces critères d'évaluation qui nous donnent quand même... Et aussi votre besoin de publication, votre
votre besoin en termes de sélection de la revue qui doit vous guider. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai hésité, est-ce que je vais dans les outils tout de suite ou je présente la partie qui est plutôt, je parlais des éditeurs malhonnêtes, puis après, dans le temps qui reste, je vais passer voir les outils parce que les outils sont là, les liens sont là. Ceux qui sont disponibles gratuitement sur le web, vous cliquez sur le lien, puis c'est très, très intuitif, puis ça vous permet de faire vos vérifications. Puis si c'est quelque chose qu'on vous offre à travers les abonnements des bibliothèques, mais on est toujours là pour vous appuyer, pour vous donner plus de renseignements, pour faire des formations individuelles. Donc ça, aucun souci. Donc mon objectif aujourd'hui est de vous montrer de faire un survol, mais de ne pas aller dans les détails sur chaque outil. Comme j'ai dit, Scopus tout seul, il y a tellement, tellement, tellement de possibilités. Donc je vous montre ça après mon exposé sur les éditeurs malhonnêtes. C'était ça ma décision aujourd'hui. Alors, on va aller avec ça. Alors maintenant, la partie fascinante, intéressante, qui va peut-être, en tout cas, c'est vraiment fascinant de suivre l'évolution dans tous les sens, parce que c'est toujours les deux côtés, puis on essaie les éditeurs malhonnêtes inventent de nouvelles façons de faire leurs choses, puis souvent, nous, on est en réponse à leur manipulation, mais il faut aussi devancer certaines choses. Donc, c'est fascinant comme travail. Alors ici, je vous donne, on va pas lire, on va pas lire le texte, mais juste pour vous donner quelques exemples. Ça fait maintenant plusieurs années qu'on voit ce développement des éditeurs malhonnêtes. Donc, vous voyez, ça date, ici, ça commence en 2018, mais ça commençait plus tôt que ça. Donc, c'est trop petit à mon écran, mais vous voyez mieux que moi. Donc, ça, on parle des fake journals, on parle des éditeurs prédateurs, the price for predatory publishing. Donc, ça, c'était, je pense que le cas de Omix, c'est vraiment petit à mon écran. Lorsque les éditeurs, les éditeurs qui on était, c'était prouvé que leur revue était prédatrice. Ici, en français, des universitaires se font avoir par des revues frauduleuses. Par la suite, de plus en plus récent, donc ici, Predatory Publishers Latest Scam. Vous voyez, Latest Scam, ça veut dire ça, ils continuent à évoluer dans leur choses. Ici, Rebranded Papers, donc ils font toutes sortes de manipulations. Tout ça, donc on va parler des éditeurs malhonnêtes, Predatory Publishers, qui je vous offre cette définition-là, que je n'ai pas changée parce que je l'offre depuis maintenant plusieurs années, juste pour vous faire pour vous donner cette idée de base qui sont les éditeurs prédateurs. Sont ceux chez qui on dénote un manque d'expertise universitaire, de rigueur intellectuelle ou de crédibilité, et qui utilisent des pratiques agressives pour recruter des auteurs et des réviseurs. Le manque de transparence de leurs opérations et de leurs processus éditoriaux suggère une intention de tromper à la fois les auteurs qui pensent qu'ils vont publier dans une revue scientifique et les lecteurs, parce que donc c'est tromper les lecteurs aussi parce que les lecteurs peuvent tomber sur l'article qui est publié par un auteur honnête, peut-être reconnu, mais sans savoir que la revue comme telle n'est pas honnête. Donc, la revue comme telle n'a pas suivi les règles et les normes, les standards de publication scientifique. Et donc, ça cause un grand problème. Et cette définition, j'attire toujours votre attention au fait qu'elle date de 2013. Donc, ça fait 10 ans au moins que cette définition fonctionne. Donc, ça veut dire que le phénomène a commencé bien avant. Puis d'ailleurs, Jeffrey Beall, lui, il
il commençait sa liste dans les années, je pense qu'à la fin des années 2000. Bon. Maintenant, une deuxième définition un petit peu plus légère qui vient de Wikipédia. C'est une revue prédatrice constitue une escroquerie légale incitant les chercheurs à payer les frais de publication sans fournir aux auteurs les services éditoriaux associés aux revues scientifiques légitimes, quel que soit un libre accès ou non. Mais c'est sûr que le modèle d'affaires des frais de publication, c'est associé aux revues en libre accès. Mais il faut pas associer tout ce problème-là simplement aux revues en libre accès, parce qu'on va voir tout à l'heure, ou vous allez voir plus tard que c'est vraiment, même les revues les plus prestigieuses ne sont pas protégées de tous ces, de la fraude qui peut passer via différentes façons. Alors, les deux côtés de la médaille, la fraude scientifique. Donc, ici, là, on parlait très brièvement des éditeurs prédateurs, des revues prédatrices, mais ici, l'autre côté de la médaille, c'est les auteurs qui, des fois, publient les résultats de leurs recherches qui ne sont pas qui ne sont pas bien faites, où il y a des erreurs, soit des erreurs honnêtes, oui, ça peut se passer, mais aussi des erreurs qui ont été connues avant, dans les données de recherche ou dans les façons, dans les méthodologies, toutes sortes de façons. Donc ici, je faisais référence aux retracted papers sur la COVID, sur le coronavirus. Donc ça aussi, c'était fascinant d'observer pendant les 2-3 ans de la pandémie, le nombre le nombre d'articles qui ont été publiés sur ce nouveau virus. Puis dans l'espace de quelques semaines, ou les premiers mois, qu'on a vu déjà des retractions, des rétractions de ces articles-là, parce qu'on trouvait des erreurs, puis en tout cas, c'était vraiment une folie furieuse dans la publication de ces articles-là. Donc, plusieurs dans les centaines. Et aussi, ça, c'est un autre exemple qu'il y avait une rétraction de plusieurs études faites par un laboratoire à l'université Harvard. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas uniquement le cas de quelques mauvaises revues où les choses frauduleuses se passent. Ça peut, dans les plus grandes universités et dans les plus grandes revues, les revues les plus prestigieuses, on peut trouver des cas de la fraude. Un des éléments, donc je vous parle de l'industrie de la science falsifiée. Ce n'est pas uniquement les éditeurs prédateurs qui, eux, ne fournissent pas les services de la révision par les pairs, ce qui rend cette publication pas scientifique. Donc, mais il y a aussi d'autres façons de s'y prendre pour falsifier la science. Donc, puis, ces dernières années, c'est devenu un grand problème. Puis, il y a une explosion de différentes façons de falsifier la science. Donc, je mentionne ici les usines à articles qu'on appelle des paper mills aussi. Donc, ce sont des entreprises qui sont spécialisées en falsification scientifique et qui vendent leurs articles. Si je cite un article qui est publié dans la presse cette année, mais je vois même dans mes captures d'écran d'autres articles que ça date pas de cette année, bien sûr. Ça fait déjà plusieurs années qu'on observe ce phénomène malheureux. Donc, les usines à articles vendent les articles sur les différents sujets qui sont truffés d'erreurs, puis qui n'ont pas de base scientifique, bien sûr, même les références mentionnées, mais c'est fait d'une telle façon que, à première vue, c'est difficile à détecter l'erreur, mais il faut être très, très vigilant.
Encore une fois, j'ai commencé à gratter un petit peu dans ce sens, puis c'est fascinant ce qu'on peut trouver, mais aussi je vous donne aussi pour les curieux et curieuses quelques pistes. Les gens, les scientifiques eux-mêmes qui se sont aperçus au moment donné de leur carrière ou par accident ou peut-être malheureusement ils étaient aussi impliqués dans de telles situations, mais ils sont devenus des détectives de sciences frauduleuses. Et puis, je vous offre ici quelques noms, David Bimler, Jennifer Byrne, puis aussi en français, il y a Guillaume Cabanac et Cyril Labbé, les chercheurs françaises qui sont des détectives de la science frauduleuse, puis qui trouvent, qui sont capables de découvrir toutes sortes de manipulations qui est faite à la science. Et donc, parmi les manipulations, puis d'ailleurs, quand je mettais ça dans ma présentation, bien sûr, la discussion récente sur ChatGPT, c'est tout à fait dans le champ, dans le domaine des éditeurs prédateurs également, parce qu'on peut générer des textes complets qui n'ont absolument pas de base scientifique, mais simplement ont la forme d'un article scientifique. Donc, il y a justement, à titre d'exemple, il y a cette génération des textes par l'algorithme, il y a le plagiat qu'on connaît très bien, il y a le peer review hacking, il y a des usines à articles que j'ai mentionné tout à l'heure, il y a le citation hacking, il y a toutes sortes de manipulations qui arrivent des deux côtés de la médaille, de la part des éditeurs, des revues, mais aussi de la part des auteurs. Puis, je vous recommande fortement, si vous avez le temps, si vous avez la chance d'écouter justement le webinaire de ces chercheurs français, Guillaume Cabanac et Cyril Labbé, qui s'appelle Détection d'expressions torturées dans la littérature scientifique, parce que ça, c'est un des éléments qu'ils étudient, c'est les citations, ce qu'ils appellent les expressions torturées, qui n'ont pas de sens, en fait, qui sont soit mal traduits ou c'est justement généré par les algorithmes. Mais ils parlent justement de ce contexte général, puis de toutes les autres types de manipulations qui affectent la littérature scientifique, puis qui sont à la base de la science falsifiée. Donc ça, c'est vraiment ma référence d'aujourd'hui qui va vous donner un très bon survol de la situation également, si vous êtes intéressé. Donc voilà, le fake science, donc c'est toujours dans la même lignée d'idées, fake science infiltrating scientific journals. Et ici, on parle justement de junk science, puis de paper mills. Puis vous voyez même Sage Journal, comme j'ai dit, personne n'est à l'abri, mais pas personne, c'est-à-dire dans le domaine de la publication scientifique, il n'y a pas d'abri de ce phénomène malheureux. Alors ici, dans l'exemple à l'écran, c'est les revues de l'éditeur Sage qui ont été victimes de cette situation-là. Je mentionne également la politique de la FESR sur les éditeurs malhonnêtes qui date de 2017. Puis là, j'ai vu qu'il y a eu une nouvelle mise à jour. Il y a eu une mise à jour en 2018. Donc 2017, oui, c'est la création. 2018, la première mise à jour. Puis là, maintenant, il y a toute une nouvelle version qui date de l'année dernière. Puis je vous invite à en prendre connaissance parce que ça explique vraiment très, très bien la démarche à suivre, puis le raisonnement derrière cette politique. Donc, la politique de la FOCR préconise la prévention et la prudence. À vous, les auteurs, il faut faire une vérification d'authenticité de revue et consulter les outils appropriés que je vais vous présenter aujourd'hui rapidement. Et vos bibliothécaires, vraiment, comme j'ai mentionné au début, que moi, je peux vous aider vraiment à la pièce. Si vous avez des questions sur les titres particuliers, si vous voulez vérifier, je peux faire ça pour vous également. Donc, toujours sur la politique de la FESR, ce qui est une confirmation de la vérification des revues dans lesquelles vous avez publié. Cette confirmation doit être intégrée au dossier de renseignement professionnel. Et si jamais la question
est posée, puis il y a une situation de conflit, donc la preuve ultime d'authenticité et la documentation d'arbitrage, c'est-à-dire vos échanges avec les arbitres. Puis il faut que cet échange-là soit quand même essentiel, que c'est pas juste fait de façon très sommaire. Donc, cette preuve d'arbitrage doit être soumise dans les 10 jours ouvrables si la question est posée, puis s'il y a cette situation de conflit-là. Donc, ça, c'est sur la politique. Puis, comme j'ai dit, consultez vraiment la dernière version. C'est très, très clair et bien expliqué. Voilà, maintenant, j'arrive. Donc, j'ai fait cette partie-là. Et j'ai encore du temps pour vous montrer les outils et comment on peut chercher pour les titres spécifiques. Donc, il y a différents scénarios, comment vous pouvez procéder. Donc, soit vous êtes à l'étape de faire le choix. Vous voulez choisir une revue dans laquelle vous voulez publier votre article, votre manuscrit. Donc, les outils comme Scopus vont vous aider aussi à voir quelles sont les options. Donc, vous pouvez choisir parmi les revues qui publient dans votre domaine. Donc, ça, c'est une façon de procéder. Mais aussi le scénario où vous avez le titre de la revue, vous l'avez soit parce que vous avez déjà publié, puis vous voulez vérifier si vous avez bien fait, ou si vous avez reçu une invitation à publier. Donc, ça peut arriver, mais je pense que de façon générale, les sollicitations agressives par courriel sont très mal vues, puis viennent pas de bonnes revues. Alors, attention à ça. Alors, dans Scopus, vous pouvez procéder de différentes façons, comme j'ai dit, soit explorer votre domaine de recherche, voir quelle revue publie dans votre domaine de recherche, ou bien vous pouvez aller directement mettre le titre de la revue qui vous intéresse, voir si cette revue-là est indexée. Vous pouvez chercher par l'éditeur, ça d'ailleurs ce que j'ai prévu à faire dans Scopus, juste pour vous montrer comment ça se présente. Alors, Scopus, 40 000 et plus périodiques, en libre accès et par abonnement, donc les confondus. Il y a des fiches des sources de chaque source très bien détaillées et on peut faire des comparaisons des revues dans le même domaine. Donc, ça, ce que j'ai dit, c'est la valeur ajoutée de Scopus. Ce n'est pas uniquement une liste, une white list de bonnes revues, mais il y a beaucoup de fonctionnalités autour de ça. Il y a aussi des différents indicateurs, donc les mesures d'impact, mais différents indicateurs d'impact par chaque source qu'on peut comparer. Voici les captures d'écran, mais on peut aller voir ça dans le temps qui nous reste. J'aurai le temps de faire une survol rapide. Maintenant, Cabell's Predating Report, donc ça c'est l'opposé, ça c'est la blacklist, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc c'est par abonnement. Et donc, ça fournit une liste de périodiques à éviter, ainsi qu'une liste d'infractions. Donc, pour chaque revue qui est listée là, on peut voir quels sont les critères, les infractions que la revue a commises. Le nombre de résultats, 17 000. Il y a aussi la liste de revues sous investigation, c'est-à-dire qui font pas encore partie de la liste Cabell, mais qui sont en train d'être vérifiées. Puis d'ailleurs, je me rends compte que les chiffres que j'ai ici, j'ai pas modifié. Le lien est le même, mais les chiffres ont probablement changé parce que ça date de l'année dernière. Donc, on peut faire la recherche par titre, par domaine, par ISSN ou recherche avancée. Ça aussi, on va aller voir tout à l'heure sur le site. Maintenant, un Directory of Open Access Journals qui indexe et fournit accès au contenu de 19 000 et plus revues académiques scientifiques arbitrées en libre accès dans les domaines des sciences, technologies, médecine et sciences humaines, sociales et humaines. Donc, comme je vous ai dit, il y a les critères sont quand même assez... les critères d'admission sont très stricts.
il faut passer par un processus d'application qui d'ailleurs peut être même un fardeau insurmontable pour certaines revues qui commencent, des petites revues, des petites publications, des petites sociétés, des universités, juste pour dire que ça peut être une des barrières pour des bonnes revues à faire partie, à être indexées par le DOAJ parce qu'il faut passer justement par ce processus de sélection très rigoureux. Ça peut être par manque de temps, par manque de ressources. Donc, vous voyez, c'est pas le fait que ce que je veux dire, que le fait que la revue ne fait pas partie du DOAJ, ce n'est pas en soi un drapeau rouge parce qu'il y a des raisons, il y a peut-être des raisons, il y a peut-être des barrières. En tout cas, tout ça, c'est à peser, puis toujours à voir, à essayer de voir la vue d'ensemble. C'est un répertoire à sans but lucratif. Je mentionne ici PubMed, que je connais le moins bien de tout ce que je vous présente. Puis d'ailleurs, je vais vous recommander mon collègue Mark Harper qui fait aussi un excellent travail en ce qui concerne les vérifications des revues, les revues prédatrices, etc. Puis il connaît PubMed à fond. Mais juste pour vous dire que ça n'est un autre outil de vérification que vous pouvez utiliser, surtout si vous êtes chercheur dans le domaine des sciences de la vie. Donc, PubMed est vraiment un excellent outil pour vous. Ici, je vois que j'ai une diapositive sur les mesures d'impact. C'est quelque chose, c'est sûr que c'est pas le sujet de la présentation d'aujourd'hui, mais juste pour dire que les mesures d'impact, comme le facteur d'impact, etc., ça peut être aussi un petit élément de vérification parce que souvent, les revues prédatrices, ils vont faire une claim qu'ils ont le facteur d'impact, qu'ils ont des mesures d'impact, certaines mesures d'impact qui en fait qui peuvent ne même pas exister, ou soit ils peuvent mentir sur les valeurs de ces mesures d'impact, ou bien ils vont carrément inventer des mesures d'impact qu'ils vont mettre sur le site de leur revue pour dire nous, on a un facteur de prestige tel, mais en fait, ça n'existe pas. Alors, je vous passe très brièvement les exemples de mesures d'impact. Puis ce qui est important aussi, puis ça, j'ai toujours voulu faire un atelier là-dessus parce que c'est hyper important, les mesures d'impact. C'est d'ailleurs dans Scopius aussi, il y a cette distinction entre trois éléments principaux. Les plus importants, ben d'abord, c'est la revue comme telle. Donc, il y a la revue et tout ce qui est rattaché à la revue comme unité de publication. Donc, il y a des mesures au niveau de la revue et le facteur d'impact, c'est justement, c'est une des mesures sur la revue comme telle. Donc, ça, c'est une mesure qui est propriétaire, qui vient de la compagnie qui produit Web of Science. Puis, c'est leur produit Citation Reports, oui. Journal Citation Reports. Donc, c'est calculé, il y a une formule derrière qui fait en sorte qu'il y a ce facteur d'impact de la revue qui est publié annuellement. Mais d'ailleurs, pour avoir accès à la source, c'est-à-dire Journal Citation Reports, c'est un produit payant lui-même. Et donc, les métriques au niveau de la revue suivante que vous voyez à l'écran, CiteScore, SJR et SNP, ce sont des indicateurs utilisés par Scopus. Puis, Scopus, donc CiteScore, c'est l'équivalent du facteur d'impact, mais leur formule est améliorée. Ils utilisent d'ailleurs, en tout cas pour ne pas aller dans les détails, au lieu de 2 ans sur 3 dernières années, puis ils incluent, donc c'est une formule améliorée par rapport au facteur d'impact. Et en plus, les 3 sont des mesures qui sont accessibles gratuitement sur le web. Donc, même si vous n'êtes pas abonné au Scopus, qui n'est pas votre cas parce que vous faites partie de la communauté universitaire ici, puis on est abonné, mais ces mesures qu'on peut consulter gratuitement sur le web
pour les titres qui font partie de Scopus. Alors, ça, c'est au niveau de la revue. Mais il y a aussi, donc ici, je vois que je l'ai mis ensemble, mais les trois, comme je vous ai dit tout à l'heure, trois, c'est la revue. Il y a aussi l'auteur et il y a aussi la publication de l'article lui-même. Donc, pour chaque niveau, il y a des mesures d'impact différentes. Donc, on ne peut pas comparer la mesure d'impact de l'article et celle de la revue ou celle de l'auteur comme tel. Ce sont trois composants différents, sont trois éléments essentiels de notre paysage de la communication, de la publication scientifique. En tout cas, il faut faire bien distinction. Il faut comparer les pommes avec les pommes. Il ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges. Donc ça, c'est très, très important à comprendre. Donc, au niveau de l'auteur, la mesure que vous connaissez peut-être, c'est indice H, qui est pas mal contesté elle aussi parce que ça peut être arbitraire. Donc, c'est vraiment, ce sont des mesures qui ont été inventées juste pour pouvoir exprimer mesurer quelque chose, mais comme j'ai dit, il faut faire, sans aller dans les détails tout de suite, je vous dis, il faut bien distinguer ces trois unités-là de publication, puis il faut comparer les pommes avec les pommes. Donc, indice H, comme j'ai dit, c'est au niveau de l'auteur, ça a pour but de quantifier la productivité scientifique et l'impact d'un scientifique. Puis au niveau de la publication, OK, attends, avant que je vous parle de Altmetrics, j'ajoute juste qu'au niveau de la publication, la mesure traditionnelle qu'on connaît, bien sûr, la mesure d'impact, c'est la citation. Donc, le nombre de citations, c'est la façon traditionnelle de mesurer l'impact d'une publication. C'est pas l'auteur, c'est pas la revue, mais c'est au niveau de chaque article, c'est la citation. Alors, vous voyez la citation pour l'article, l'indice H pour l'auteur et le facteur d'impact ou side score au niveau de la revue, différentes choses. Et donc, aujourd'hui, dans les dernières années, on parle de altmetrics. Ce sont des mesures alternatives et ça vient du monde des médias sociaux. Donc, ce sont des mesures d'impact alternatives de publication ou de chercheurs. Donc, publication au niveau de chaque article, par exemple, ou au niveau de l'auteur comme tel, donc, qui sont basés sur les données du web. Ça vient des médias sociaux, d'autres données qu'on dit éphémères. Parce que le nombre de likes là, ou le nombre de tweets, ça peut être intéressant, mais c'est éphémère. D'ailleurs, il y a eu des études qui ont été faites qui ont prouvé que le nombre comme la mesure d'impact alternative qui peut être, par exemple, le nombre de tweets, mais souvent, c'est pas pour des bonnes raisons. C'est pas parce que l'impact social ou l'impact scientifique d'une publication est tellement énorme que le nombre de tweets va être élevé parce que, par exemple, il y a eu une faute cocasse où il y a eu quelque chose, il y a vraiment des faits divers ou des choses comme ça. Donc, vraiment, la corrélation et tout ça, il faut faire très, très attention à Altmetrics, mais quand même, vous allez voir dans les bases de données parfaitement scientifiques qu'on a à l'université, dans lesquelles on cherche, vous allez voir ce qu'on appelle le donut d'Altmetrics, les différentes couleurs pour montrer ça, c'est Facebook, ça, c'est médias sociaux, ça, c'est les news outlets, ça, c'est Twitter, etc. Donc, vous allez voir ce rond, le beigne Altmetrics qu'on appelle. Voilà, ça, c'est donc sur les mesures, un petit peu pour vous donner cet aperçu très, très bref. Et aussi pour vous dire qu'il faut faire attention que les revues prédatrices, souvent, ils vont inventer ou ils vont falsifier ces mesures d'impact. Voilà, je vous laisserai ici avec les liens liens utiles. Puis je vais sortir de ma présentation, puis je vais aller sur le site web de la Bibliothèque Champlain en espérant de ne rien avoir à mon écran qui n'est pas approprié pour vos yeux. Mais d'ailleurs, je dois partager. Donc, je vais arrêter la présentation. Je vais aller à la dernière page pour vous dire merci, questions, discussion, mais en fait, on va aller sur le site web. Puis vous avez mes coordonnées si jamais vous avez des questions ou vous voulez continuer la discussion.
Est-ce que ça va jusqu'à date? Est-ce que vous voulez m'arrêter maintenant pour poser des questions? Est-ce que je peux aller maintenant pour la démonstration, pour la partie démo? Nicole, ton micro? Oups! Vas-y avec la démo, puis c'est ça, on ouvrira pour des questions par la suite. Excellent, merci. Donc, très brièvement, je vais aller... Excusez-moi, je vérifie juste rapidement que j'ai rien à mon écran que je ne dois pas vous montrer. Donc, si je clique sur l'écran, voilà. Vous me voyez. Puis là, je vais minimiser mon écran pour ne pas vous bloquer la moitié, mais ça veut dire que je ne vais pas vous voir. Alors, si vous avez s'il y a des des commentaires ou quelque chose, donc je vous reviens après la partie démo. OK? Je minimise mon écran. OK, mais à partir de la page web de la bibliothèque Champlain, la page d'accueil, donc ici, comme vous savez, on a à la page d'accueil, on a cette boîte où on a essayé de mettre tous les éléments les plus importants pour débuter vos recherches. Alors, on peut aller soit sur le lien base de données pour aller directement dans la base de données Scopus, par exemple. Il y a aussi le lien à l'outil périodique A to Z que j'ai mentionné plus tôt dans la présentation pour chercher par titre de la revue. Si je le clique, donc vous voyez, on peut explorer vraiment, ça c'est toutes les revues auxquelles on donne accès, soit par abonnement, soit via libre accès, en libre accès. Donc, on peut explorer, parcourir par discipline, voir quelles sont les revues dans vos disciplines de recherche, ou bien on peut chercher soit par titre, par sujet, ou par le numéro, si vous le connaissez, International Standard Serial Number. Donc, si vous cherchez... Ça se présente de cette façon-là, je le fais très brièvement, puis c'est l'interface de notre outil EBSCO, donc vous le connaissez si vous utilisez les bases de données comme Signal ou si vous utilisez notre EBSCO Discovery Services, l'outil EDS. Donc, ça ressemble beaucoup à ça. Puis voilà, pour chaque, par exemple, Biological Psychiatry, j'ai ici accès au texte intégral. Puis vous voyez les années, la couverture qu'on a. CRKN, c'est justement notre consortium national qui nous permet de négocier les prix avec les éditeurs. Et donc, si vous cliquez sur le titre, vous êtes toujours dans sa fiche descriptive. Normalement, accès au texte intégral, là, vous allez sortir dans le titre, dans la revue comme telle. Mais justement, c'est le premier niveau de vérification. Si je ne trouve pas le titre que vous me demandez de vérifier, par exemple, si je ne le trouve pas ici, OK, donc je le note, mais ce n'est pas ici. Je vais aller chercher ailleurs. Je vais faire de la lecture latérale. Ça. Maintenant, dans les bases de données, si vous l'utilisez, vous savez qu'on peut chercher soit par ordre alphabétique ou vous pouvez mettre directement Scopus. Vous allez voir sa description. Mais sinon, je l'ai ici, donc je l'ai cliqué. Il faut peut-être mettre à jour. Je ne sais pas si on maintient parce que les chiffres augmentent sans cesse. On a toujours ici 5000 éditeurs. Aujourd'hui, c'est 7000. J'ai vérifié. Puis le nombre de titres est augmenté également. Alors, Scopus, on arrive ici. Comme vous savez, ça, c'est la matière de notre formation sur comment faire des recherches bibliographiques, de documentaires. Par défaut, on tombe dans les documents. La partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le lien ici qu'on a, s'appelle source. Puis, vous voyez, donc on tombe, on n'a rien encore mis, mais on tombe dans cette interface qu'on connaît bien aussi. Puis c'est ça j'étais un petit peu mélangée, j'ai mis 44 000, mais je me suis rendu compte que ce ne sont pas uniquement les journals. Donc, si on dit, on veut voir seulement les revues, donc ça, c'est le chiffre total de revues qui sont indexées dans Scopus. Puis dans le menu déroulant ici, on peut chercher soit par subject area, soit par le titre concret de la revue en question, soit par publisher, soit par ISSN.
si vous le connaissez. Mais par exemple, si je suis dans Publisher, puis je vais mettre l'éditeur qui est souvent demandé, par exemple Frontiers. Vous connaissez les revues Frontiers. Puis on a ici 73 résultats. Puis si je fais une comparaison sur le site de l'éditeur Frontiers, vous allez voir à peu près 200 et plus revues. Donc, pas toutes les revues de l'éditeur Frontiers est indexée dans Scopus, mais une bonne partie, je dirais la moitié ou presque. Puis, quand je vous ai parlé de toutes sortes de fraudes, manipulations, mais fraudes de différents degrés, mais il y a autant dans Frontiers que dans Nature, que dans Stage, vous avez vu dans les captures d'écran que ça arrive, qu'il y a des rétractions, qu'il y a de toutes sortes de situations, des errata qui arrivent. Donc, c'est ça. Mais juste pour vous dire que voilà, si vous avez déjà vous vous êtes posé la question sur cet éditeur-là, sachez que quand même une très bonne représentation de ces revues est dans Scopus. Puis d'ailleurs, ici, la façon que ça se présente, voici une explication d'ailleurs de SiteScore qu'on a vu tout à l'heure. C'est l'alternative de facteurs d'impact, puis ça explique comment ils utilisent la méthodologie, c'est quoi la formule qu'ils appliquent, puis pourquoi elle est robuste, stable et compréhensive. Donc ici, on peut choisir les display options, on peut choisir seulement les revues qui sont en libre accès. Donc vous voyez la façon dont vous pouvez procéder lorsque vous voulez choisir une revue pour publication ou juste explorer le champ de publication dans votre domaine de recherche. Donc on peut choisir uniquement les revues qui sont en libre accès. On est dans Journals. Puis après, ce qu'on peut faire aussi, donc voici les quelques mesures ou quelques éléments qui sont qu'on peut trier. SiteScore, donc ça c'est la revue, c'est comme je dis l'équivalent du facteur d'impact. Donc voici les revues qui ont le plus haut facteur d'impact ou le SiteScore. Les citations, le nombre de citations, le nombre de documents. Donc, ce sont les éléments qui font partie de la formule du SiteScore. Puis aussi, ils sont triés par défaut, mais c'est ça ce que normalement, je le fais parce que ça m'intéresse. Donc, c'est par nombre de citations pour son site. Donc, c'est ça, c'est le... Oh, je ne sais pas pourquoi je l'ai... Ah non, non, voilà, voilà. Donc, avant, c'était par SiteScore, donc c'était trié par SiteScore. Donc, la revue, le titre qui a le plus haut SiteScore, c'est Frontiers in Immunology. Mais si je veux trier par le pourcentage de citations, Frontiers in ICT, donc chaque colonne est triable qu'on peut trier selon le nombre de citations, le nombre de documents ou le pourcentage de documents qui sont cités. Puis dans chaque titre est bien sûr cliquable. Donc là, on rentre dans la fiche descriptive de chaque source. On peut voir, il s'agit d'une revue qui est en libre accès. Le coverage depuis 2008 à présent, encore une fois, c'est quand même 13 dernières années, il existe, donc encore une fois, c'est Frontiers, ça veut dire comme éditeur, c'est quand même un éditeur légitime pour la plus grande majorité de ces revues-là. L'éditeur, les SSN, il y a les subject areas, il y a les domaines de recherche. Voici les trois mesures que j'ai mentionnées sans aller dans les détails, mais voici les explications. On a l'explication comment c'est fait. Donc, voici quelques détails sur la revue. À partir d'ici, vous pouvez continuer dans la revue. Vous pouvez voir tous les documents. Vous pouvez se faire une alerte. Vous pouvez, ça c'est une autre chose que j'ai mentionnée, où on peut comparer les sources. Dans les minutes qui me restent, je n'ai pas le temps de le faire, mais sachez que ça fait partie des fonctionnalités de Scopus, puis on peut en parler lors d'une formation dédiée à Scopus. Alors voilà, ça c'est sur les possibilités qu'on a ici. Ici, je reviens. Donc, ça fait une brève démonstration de la base de données Scopus. Par la suite, ce que je voulais vous... OK, ici, j'ai dit DOAJ. Ça, c'est disponible, cet outil est disponible gratuitement sur le web, doaj.org, vous êtes là. Et donc, voici, vous avez
capture d'écran comme la situation, l'état de situation actuelle, 80 languages, 80 langues qu'ils ont, les pays représentés, le nombre total de revues, 19 000 et plus. Parmi ce nombre-là, il y a 13 000 et plus qui n'ont pas d'APC, donc pas de frais de publication. Je vous ai parlé des frais de publication comme un des modèles de publication en libre accès. C'est loin d'être le seul modèle, donc c'est loin d'être obligatoire pour faire fonctionner le libre accès. Donc, vous voyez, plus que 2/3, en tout cas, mes calculs sont peut-être un petit peu croches maintenant, mais plus que la moitié, plus que 2/3 de toutes les revues en libre accès n'ont pas de frais de publication rattachés à ça. Donc, ici, vous pouvez chercher les articles ou les revues, encore une fois, même par publisher, si je fais le même Frontiers, je fais mon search. Et vous voyez ici, j'ai 141 revues qui sont indexées. Donc, Scopus a ses propres critères d'inclusion propriétaires. Ils n'ont pas besoin de les justifier ou les partager. DOAJ a son propre processus d'acceptation, puis vous voyez le nombre est carrément le double de ce qu'on a dans Scopus. Puis pour moi, DOAJ, c'est le drapeau vert absolu. J'ai pas de doute là-dessus. Donc vous voyez, on a ici, on peut trier, on peut choisir DOAJ Seal, c'est le niveau le plus avancé d'acceptation, ça veut dire les revues. Je suis curieuse de voir s'il y a des revues Frontiers qui ont DOAJ Seal. Donc, voilà, without article processing charges. Vous voyez, il y a plusieurs éléments que vous pouvez choisir par sujet, par langue, en anglais, par licence, étant donné que c'est du libre accès, donc c'est les licences Creative Commons qui sont utilisées. Creative Commons, normalement, la licence la plus répandue, c'est CC BY. Publishers, etc. Donc, vous voyez, peer review types, on a parlé brièvement de types, différents types de peer review, révision par les pairs, puis il y a ici 3 différents types, en fait 2, puis troisième, c'est plutôt général. Voilà, donc ici aussi, on peut cliquer sur le titre qui nous intéresse, on peut voir plus de détails, on peut aller sur le site de la revue en question. Voici quelques explications, le snap shot de la situation. Il y a des frais de publication. On a le chiffre, on a les best practices here. Donc, on a toutes sortes de détails qu'on peut voir. Ça, c'est DOAJ. 14 semaines de la soumission à la publication. Ça, c'est on a parlé des initiatives internationales auxquelles l'éditeur doit être adhérent pour démontrer sa bonne foi puis sa crédibilité. Alors, c'est ça. Donc ici, c'est Clocks, c'est une archive SharePoint Romeo. Il y a aussi les DOI rattachés aux articles. Voilà, donc ce sont des meilleures pratiques que la revue utilise. Ça, c'est DOAJ pour vous, disponible gratuitement sur le web. Je ferme Scopus juste pour ne pas avoir 10 000 onglets. J'en ai déjà assez. Ici, OK, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'est thinkchecksubmit.org. Je vais aller à la page d'accueil que vous allez voir en arrivant. Si vous cliquez juste thinkchecksubmit.org, qui vous explique justement les étapes de votre processus intellectuel. Vous pensez à soumettre un article à une revue, votre manuscrit à une revue, donc vous commencez ce processus-là. Après, vous allez vouloir choisir aussi, si vous ne savez pas où vous allez publier, vous allez essayer de limiter vos choix peut-être à quelques options en utilisant Scopus. Et en explorant les revues qui publient dans votre discipline. Une fois que vous êtes arrivé à quelques titres particuliers, là, vous allez appliquer les critères de la partie 2, check, puis à la fin, si les réponses sont satisfaisantes, puis tout match, là, vous allez soumettre votre article.
Et donc, là, j'essaie de voir où j'ai trouvé les langues. C'était vraiment à la page d'accueil, j'ai pensé. Maintenant, je n'arrive pas à les trouver, mais c'était français. Attendez. C'était vraiment dans ma face. J'ai vu les langues. Maintenant, je ne les vois pas. Excusez-moi, je veux pas. Ah non, je pense que j'ai cliqué sur Journals d'abord, parce qu'il y a pour les livres. Voilà, donc là, je suis dans Journals, et c'est spécifiquement pour les revues. Puis les langues, vous voyez, il y a les langues, plusieurs langues du monde entier qui sont là. Quand je clique sur français, c'est la traduction de cette liste-là. Réfléchissez, c'est ici que vous choisissez vos revues pour vérification, puis après, vous allez appliquer la liste que je vous ai présentée, les grandes lignes de cette liste-là, et là, vous allez faire. Mais c'est vous qui faites le travail. C'est pas un outil interactif qui va vous cracher à la fin une verdict. Donc, c'est vous qui faites cette vérification-là avec plusieurs liens externes qui vous permettent de vérifier certaines choses. Ici, évaluation par les pairs, indexé, etc. Donc, vous voyez, ça, c'est la liste très exhaustive qui vous permet de faire, voici toutes les initiatives que je n'étais pas capable de vous nommer rapidement tout à l'heure. Donc, il y a COPE, il y a DOJ, il y a OSPA, il y a les SILO, etc. Plusieurs. Voilà, puis soumettez, si vous avez répondu oui à la plupart ou à toutes les questions de la liste, là, vous allez faire la soumission. Ça, c'est DOJ. Ça va? Maintenant, Cabels, c'est à travers, comme je vous ai dit, tout ce que j'avais, les astérisques, c'est à travers les abonnements de la bibliothèque. Et donc, on est allé à SI et on a cliqué sur Cabels. Et il y a cette explication-là puis d'ailleurs, on a ajouté le lien vers le guide d'utilisation aussi. Donc, ça va vous permettre d'être très efficace lors de vos recherches. Donc, avant, c'était Blacklist, Whitelist, mais maintenant, c'est Predatory Reports. Puis, Journalytics, c'est notre produit de Cabels qui est le whitelist des bonnes revues, mais à laquelle on n'est pas abonné. Donc, ici, vous voyez le nombre de résultats total. Ça, c'est le lien vers le fichier Excel. C'est les revues under review qui sont actuellement sous investigation. Puis voilà, on peut chercher par titre, par discipline, par ISSN. Puis il y a aussi l'option de Advanced Search que je vais pas utiliser tout de suite parce qu'il me manque du temps. Mais juste pour vous montrer l'exemple de la fiche. Donc, il y a le titre de la revue, il y a la date de la révision, c'est Open Access, il y a les disciplines, il y a l'ISSN. Donc, du point de vue comme je vous ai dit, du point de vue de Ulrix Web, la revue est là, elle existe, il y a un site web, il y a le numéro ISSN, et donc il y a tout ce qu'il faut, sauf que on n'a pas fait selon la vérification. Donc, lorsqu'on fait une vérification, on retrouve plusieurs choses qui clochent. Donc, Launch Day 2011, donc ça fait déjà 13 ans que ça existe, et voici la liste des violations, des violations au niveau des pratiques de publication, au niveau du peer review, au niveau du site web comme tel, au niveau de l'accès et des droits d'auteur, etc. Donc, vous voyez, on peut aller sur le site de la revue, donc juste pour pratiquer un petit peu, peut-être voir, est-ce que maintenant qu'on sait que c'est une revue malhonnête, on peut voir sur le site de la revue, puis on peut faire un petit test nous-mêmes pour voir est-ce que nous, on peut détecter certains de ces éléments-là. Je viens d'inventer cet exercice. Je pense qu'il est fascinant. On peut le faire juste pour pratiquer. Voilà. Donc, ça, c'est Cabell's Predatory Reports pour vous. Et ici, j'avais aussi la politique de la FESR sur les éditeurs malhonnêtes, le contexte, la publication, l'évaluation des dossiers et les annexes qui vous sont offerts. C'est sensiblement les mêmes éléments qu'on vous envoie à utiliser. Alors voilà, je pense que je fais le tour. Il est 13 heures. Je n'ai pas laissé le temps pour vos questions. Non, Là, on est vraiment à la limite, mais je on sais est à la pas. limite, oui, je sais, j'arrête le partage. Je fais le tour. S'il y a le temps pour une ou deux questions, ou sinon, on peut continuer la conversation après. Sur une base individuelle, peut-être.
Mais s'il y avait des Absolument. questions rapides, peut-être utiliser la fonction lever la main. Puis en parallèle, wow, c'est vraiment un paysage complexe, là, c'est clair. Puis tu as Très présenté complexe. des informations qui sont vraiment déconcertantes. Ça démontre à quel point il faut être vigilant. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle rapides. Je ne vois pas de main levée. Alors, c'est ça, je pense que comme vous avez vu, Victoria est très ouverte à l'idée d'échanger sur une base individuelle avec les chercheurs. Alors, je vous encourage à communiquer avec elle si jamais vous avez des préoccupations, des inquiétudes ou des questions par rapport à l'intégrité de certaines revues. Puis finalement, Victoria, je te remercie très sincèrement. En fait, c'est ironique, tu as ouvert les journées des études supérieures et de la recherche avec le lancement des scriptoriums, puis là, tu es une des dernières activités au menu cette semaine. Alors, merci énormément pour ta grande générosité et puis pour le partage de renseignements qui sont vraiment pertinents et utiles pour notre communauté de recherche. Excellent. Merci beaucoup. Puis Et bravo merci à pour vous toutes et l'organisation tous. de ces. Et merci à tout le monde pour votre participation aujourd'hui. Puis c'est ça, portez-vous bien, puis à la prochaine. À la prochaine. Bye bye.